Philippe Catherine, président un peu débile de la République française, Michel Piccoli, roi dépressif des catholiques, et enfin Jean Gabin, empereur de la gouaille politicienne française. Salut. Dans mon autre format de vidéo Ecoquino où je parle de cinéma et de politique, je suis peut-être un petit peu trop politique pour certains. Dans ce format-là, sous-genre, on s'éloigne un peu de la politique. Vous connaissez le genre cinématographique de la politique fiction ? Mais est-ce que vous connaissez le sous-genre de la politique fiction où un chef d'État est démissionnaire et incompétent ? Un film français, un huis clos, basé sur un humour plutôt absurde où pas grand-chose se passe. Non, vous barrez pas. Philippe Catherine, désormais égérie française internationale, part sur une impro au piano quand un journaliste lui pose une question auquel il ne sait pas répondre. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Nom de Dieu, Suffisait de dire. t'es en train de partir en impro. En vrai, ça vous intrigue, non ? C'est peut-être un peu trop politique. Jean-Michel, il est gentil, il aime jouer du piano et chef des armées. Malheureusement, le président est aussi un énorme tocard. Pour éviter la chute du régime, il faut à tout prix changer l'image du président. Les plus grands cerveaux de France se rassemblent dans les sous-sols de l'Élysée pour sauver la République. La France, et pas n'importe laquelle, celle de Bird, de Jean-Michel Gambier. Dans ce film, pas de gilets jaunes, mais des piafs. Dans ce film, le président passe son temps à demander s'il peut démissionner ou si on peut déguiser sa mort, quitte à ce qu'il se cache pour le reste de sa vie dans les sous-sols de l'Élysée. C'est un film avec peu de moyens, et peu de décors, mais qui en soi n'a pas besoin de plus pour dérouler son scénario à travers une mise en scène simple et efficace. Parfois ça parle un peu trop, ou de manière trop peu naturelle, mais je pense que c'est de la manière dont le film a été pensé. Le film veut ça, et ça rajoute un certain charme mine de rien. En fait, c'est une satire politique qui joue avec l'absurde des dialogues et des situations en permanence. Le personnage de Catherine, c'est pas le perso sur qui tient le film, c'est plutôt celui d'Olivier Rabourdin qui gouverne en réalité la France. Le président, c'est un gentil en roue libre qui, quand il est seul sans appui, doit dire quelque chose, dit quelque chose, genre veut faire la guerre aux banques. Il veut faire ce qu'il considère basé, intelligent, légitime, mais sinon ça reste un pantin en permanence. Alors c'est possible d'être perdu devant le film, de pas trop savoir où on va, c'est pas parce que le film est complexe et alambiqué, c'est juste qu'en fait on nous filme des personnages qui sont perdus dans des mondes en perte de sens. Les persos se font virer de leur salle, parce qu'une réunion est prévue là où ils sont pour lancer un projet du monde privé, et donc descendre plus profondément dans les sous-sols pour sauver la France. Et durant tout ce film, on observe des jeux de pouvoir entre les différents participants, certains plutôt pour le président Bird qui cherche à le sauver, et d'autres au contraire qui cherchent à le niquer encore plus. Un conflit se crée, et donc au milieu les gros cerveaux, l'équipe sélectionnée pour sauver la France, tente de se rebeller pour décrédibiliser le président, en proposant d'inventer une histoire pédophile pour redorer l'image du président. Ouais, me demandez pas à regarder le film. On a un mec qui crée un robot super intelligent qui trouvera toutes les solutions d'après lui, un papy qui narre des vieilles romances rincées, un bras droit qui balance des tirades lyriques, un bonhomme qui retrouve une ex qui ne se souvient pas de lui, un mec attiré par une gamine saveur Greta Thunberg. Ouais, là dans le film, on joue quand même un peu avec la morale. Donc on n'a pas de scène crue, explicite ou que sais-je, mais on joue de la morale. Et les fondations de la France dans ce film sont fragiles. Littéralement, puisque le plancher du sous-sol est en train de céder. Alors, certains pourront trouver à résumer le film de manière peut-être un peu bête, en le sursimplifiant par rapport à ce qu'il est. On pourrait sortir de ce film en se disant « Ok, le réal vient de nous dire qu'il vaut mieux passer à l'action plutôt que de branler les mouches et de parler patati patata, qu'il faut pas trop se reposer sur la technologie, que tout le monde complote sur fond de tension sexuelle. » Mais c'est plus malin que ça, et c'est pas si important ce que pense le réal, ou à chercher ce qu'il veut faire passer comme message. Imprégnez-vous plutôt du film. Cela entraîne plus un questionnement qu'une démarche pour chercher les réponses du réal Benoît Forjard. D'ailleurs, faut voir les interviews de lui et Philippe Catherine où on leur pose des questions un peu sur leur rapport à la politique. Ils en ont absolument rien à foutre, c'est assez rigolo à voir. On voit des personnages prisonniers du storytelling, et ce que ne critique pas Forjard, car selon lui, le récit fait partie de la vie politique, et de la vie. La fin du film, c'est le sommet de l'absurde, où tout semble perdu,
On a un président en roue libre parce que incapable de communiquer avec son cerveau, qui prend des décisions les plus originales, dirons-nous, pendant que notre petit groupe se retrouve confiné à essayer de faire société au mieux. Heureusement que le robot est là pour les aider. Alors, oui, il y a un robot et donc des éléments de science-fiction, mais on n'est pas sur un niveau de film SF bien politique à la District 9 ou Demolition Man avec tout le spectacle SF. Je rappelle, petit budget. Alors, je comprends qu'on puisse ne pas adhérer au film, voire même passer un petit peu à côté, à savoir que par moments, il est un petit peu lent, mais à savoir que c'est aussi le tempo de ce film qui va créer les situations comiques et risibles et qui le rend un peu plus sympathique à mon goût. En fait, toute la mise en scène, le tempo du film va créer une atmosphère un peu étrange, mais qui est assez plaisante. C'est loin d'être un film parfait, mais vraiment c'est une très belle expérience que je vous conseille. Ouais, c'est pas un film que je considère comme un chef-d'œuvre, mais ça reste quand même bien loin de la comédie française Christian Clavier avec titre jaune sur fond bleu. Là, c'est une vraie proposition de cinéma très intéressante. Le pape est mort. Le conclave se réunit, fumée noire, et non, le vote n'a rien donné. Fumée blanche, ça y est, habemus papam. Les fidèles sont rassemblés sur la place Saint-Pierre, et voilà que le nouveau pape vient saluer la foule. Enfin, il va arriver. Là, c'est le moment. Il est où le pape ? Non, restez là, je vous jure, il va arriver. Tout démarre sur une ouverture d'un spectacle médiatique qu'on connaît bien à chaque fois qu'on change de pape, soit par la mort, soit par les démissions du précédent. Donc voilà, l'ouverture du film montre une caméra qui filme de manière extérieure, un petit peu intrusive, qui essaie de rentrer dans l'intimité de ce Vatican, mais qui reste quand même simplement le spectacle médiatique habituel. Et plus on avance, plus on va se rapprocher des protagonistes de l'histoire. Plus la caméra va devenir intime, au cœur de ces personnages, dans des plans serrés, pesants, dans des cadres où le pape va être petit, enfermé au milieu de cette bâtisse. Le pape va être filmé comme petit, comme perdu au milieu de quelque chose de trop grand. Ou au contraire, avec des très gros plans qui vont l'oppresser et l'enfermer. Le pape, incarné par Michel Piccoli, est très convaincant. Il accepte son élection, mais en réalité, il n'y arrive pas. Il ne peut pas. Sans pouvoir bien l'expliquer, c'est trop pour lui, c'est impossible. Nanni Moretti, derrière la caméra, passe également devant pour psychanalyser le pape. Mais ça n'avance pas. Donc là, en fait, on s'en fiche un petit peu de nos avis sur la foi, sur la religion, sur la psychanalyse, etc. Mais en fait, juste ce lancement qui est que le pape va se faire psychanalyser, c'est un monde énorme qui s'ouvre sur la comédie. Moretti vient psychanalyser le pape. Et tant que le pape ne s'est pas montré, les cardinaux sont bloqués au Vatican. En effet, tant que le pape ne s'est pas montré à la foule, ils sont tous bloqués. Une personne lui dit que l'âme et l'inconscient ne peuvent pas coexister, et l'impossibilité de cette interaction rend la comédie possible et peut même rendre quelque chose de grand dans le dialogue. D'autant plus que le psychanalyste n'a pas le droit de parler de sexe, de rêve, de sa mère, etc. Et qu'on vient l'emmerder dans sa séance parce qu'il n'est pas croyant. Mais malheureusement, cette scène de psychanalyse, c'est juste une scène du film. Tout le film ne repose pas là-dessus. Alors bon, certes, je suis un peu déçu parce que j'aurais préféré voir ça comme film, mais je vais pas juger un film pour ce qu'il n'est pas, parlons du film en tant que tel. Car oui, même si un film ne vous donne pas ce que vous voulez manger, cela n'en fait pas un mauvais film pour autant. Après cette séquence, le film se divise en deux chemins. Le premier chemin, c'est la traversée du désert du pape dans la ville de Rome. La seconde, c'est le psychanalyste bloqué au Vatican avec les cardinaux qui essaie de s'amuser, de les divertir. Parce que le temps peut être long quand on n'a rien à faire. Donc voilà, le pape il se barre, il retourne goûter à une vie simple, sans contrainte de type pontifical ou ecclésiastique, et il souffle, avec des acteurs, parce que son rêve, c'était d'être acteur. Mais est-ce que ça n'a pas été un acteur toute sa vie sous sa soutane ? Alors c'est pas un film qui parle de la perte de foi, ou alors j'ai rien compris, mais je pense vraiment pas que ce soit ça. Voilà, plutôt perte de sens, peur du pouvoir, syndrome de l'imposteur, angoisse de l'engagement, la dépression. On sait pas vraiment exactement tout ce qui se passe dans la tête de Piccoli, même si on a quand même 2-3 bribes d'informations, mais tout se joue sur le regard perdu et apeuré de Piccoli. Et on pourrait reprocher à ce film de terminer là où il commence, de pas vraiment avancer, mais en réalité je trouve que c'est vraiment la force de ce film-là. Donc Moretti nous place face à l'impossible. C'est un film très touchant. Le film est beau, Piccoli est très touchant, d'un simple coucou à des soldats qui savent pas quoi faire dans les jardins, à sa scène de fou du bus qui raconte tous ses états d'âme à des inconnus. En parallèle donc, puisque comme je l'ai dit, Piccoli et Moretti vivent le film séparément, le psychanalyste titille les cardinaux, sans être excessivement subversif, mais secoue un peu les institutions religieuses. Voilà, il va fouiller dans la Bible pour leur montrer que la dépression existe dans les Saintes Écritures,
Voilà, et d'ailleurs la propre définition de la dépression du pape, c'est une sinusite psychique, ce que je trouve assez marrant. Voilà, le psychanalyste va créer des équipes pour jouer au volley et annoncer aux gars sous leur soutane à combien ils étaient cotés pour être le pape. L'humour est plutôt, comment dire, burlesque. Est-ce que c'est vraiment burlesque? Oui, je pense que c'est burlesque. Peut-être un peu moins burlesque que Gaz de France, mais burlesque quand même. C'est drôle, mais in fine, ça reste quand même assez inoffensif. Tout comme dans le film précédent, ce nouveau chef d'État du Vatican demande si on peut pas le faire disparaître. Et le réal nous montre intelligemment la fragilité d'un système et des gens qui ne savent pas comment réagir, quand même le pape doute de sa capacité à les guider. Qui les guidera, puisqu'ils ont besoin d'être guidés? Bref, si vous voulez voir des cardinaux jouer au volley, allez-y, c'est pour vous. Oui, c'est un film en noir et blanc, mais non, ne partez pas. C'est pas parce qu'un film est en noir et blanc qu'il est plus chiant à suivre, plus difficile d'accès, plus exigeant, etc., moins bien qu'un film en couleur. Au contraire, si vous aimez bien vous placer devant des vidéos de Lina en vous disant « Oh quand même, ils parlaient bien avant, ils avaient de la gouaille » et vous posez devant un film qui n'est que ça, restez ici. Ce film, c'est l'adaptation d'un roman de Georges Simenon. Émile Beaufort, campé par Jean Gabin, ancien président du Conseil français sous la Troisième République, écrit ses mémoires et se souvient, par la radio, d'un ancien gars du milieu politique, avec qui il a été amené à travailler, son ancien directeur de cabinet, Chalamon, joué par Bernard Blier. Une partie du film se passe dans la temporalité du président à la retraite, et un autre dans la temporalité de sa fin de carrière, poussé vers la sortie par la démission en raison de son désaccord avec ses pairs sur son projet politique d'une Europe des nations, d'États-Unis d'Europe. Le film est beau, bien soigné, et pour ça on peut remercier le duo Verneuil et Audiard. Les dialogues sont géniaux, la mise en scène est très bien soignée, il suffit de regarder cette scène de discours final à l'Assemblée, la caméra est toujours posée exactement où il faut et le plan est toujours très soigné. Champ contre champ, quand il faut, avec un personnage bas mais filmé comme grand et un personnage haut filmé comme petit, pour montrer le rapport de force. Des travelling pour envoyer la caméra sur des personnes dénoncées, et un panoramique pour montrer l'homme qui tient tête à toute l'assemblée. Boum, contre-plongée de bonhomme, les dialogues sont aux petits oignons et impactants. Il n'y a pas une seule phrase ennuyeuse dans tout le film. La photo est carrée dans l'axe, les décors, RAS. Avec ce film, on se balade dans les coulisses du monde politique sous la Troisième République. On assiste au jeu de pouvoir en interne, mais au sein du même parti. Des magouilles et des stratégies politiques. Le pouvoir de la finance, le jeu médiatique, etc., etc. On voit un Beaufort drapé de morale, de vision, d'ambition et d'un certain sens de l'éthique face à la corruption, au poids des intérêts privés qui viennent s'immiscer dans la politique. Où le Parlement fait office de théâtre puisqu'on y joue des scènes déjà écrites en coulisses. Haha, c'est fou ce qu'on peut inventer dans la fiction, hein. Bref, un film qui met l'antiparlementarisme sous la Troisième République au cœur de sa pellicule. On va donc suivre l'impact politique du président du Conseil, qui en théorie doit oublier son orgueil et son intérêt pour devenir prisonnier de la chose publique, comme dit dans le film. Et c'est cette position qui va pousser le personnage inexorablement vers la démission. Pas fuyant comme dans les derniers films, mais contraint de se retirer quand il n'est plus suffisamment représenté pour ses idées dans l'Assemblée. Wink, wink, Emmanuel Macron. Bon ok, là ça fait peut-être trop de politique. Ah oui, bon, tout à l'heure je parlais de chef d'État démissionnaire, et là je vous parle de président du Conseil, pas du président de la République, parce que bon, sous la Troisième, celui qui gouverne en réalité, c'est le président du Conseil. Donc voilà, si vous voulez plonger au cœur de joutes verbales dignes de Lina qui vous feront dire « Oh oui, quelle gouaille !» vous allez apprécier le film, donc lancez-vous là-dedans. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Alors comme d'habitude, je vous dirais qu'un like, un commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Surtout un commentaire, c'est pas mal parce que ça aide au référencement de la vidéo. Après, vous connaissez la chanson, le partage, l'abonnement, etc. C'est la grosse régalade pour moi si jamais j'arrive à vous embarquer dans cet univers et que vous appréciez mon travail. Voilà, si vous avez des idées de sujets, des recos, etc., n'hésitez pas, l'espace commentaire est à vous. C'est que le deuxième épisode de sous-genre, mais je pense qu'on a la possibilité d'en faire énormément. Donc voilà, pas de Tipeee à vous partager parce que youtubeur c'est pas mon métier, j'en ai un à côté, ça c'est plutôt un loisir. Mais si vous voulez me soutenir, surtout gardez votre argent, mais aidez-moi à référencer cette vidéo. Allez, à plus l'équipe!